je vais raconter un peu l'histoire de Box, ce qui s'est passé, la croissance. Et le truc vraiment important, c'est arriver à un moment à se faire des sortes de déclics, de voir complètement le problème sous un autre angle. Et c'est ça un peu que je vais essayer de faire pendant cette presse, pour voir comment est-ce qu'on peut aborder la croissance et le management des équipes avec un angle complètement différent. Et de ça, après, il y a un peu toutes les best practices qui découlent de manière assez naturelle. Voilà, donc c'était un peu ça le but du début de la presse. Et puis après, on pourra avancer sur les questions. Ouais, moi je suis Florian, donc j'ai passé 8 ans chez Box dans la Silicon Valley. Je suis rentré en France il y a 2 ans. Parce que quand j'étais parti dans la Silicon Valley, il ne se passait rien en France, donc je me suis dit, bon, je vais passer le reste de ma vie à San Francisco. Mais depuis 3-4 ans, il se passe plein de trucs en France. Je me dis, bon, ok, on peut faire des trucs de ouf en France. Tous les jeunes brillants veulent faire des startups. Blablacar a levé 100 millions là, il y a 3 ans. Je me suis dit, ok, c'est le bon moment pour rentrer en France. Donc je suis rentré en France et je bosse avec The Family, donc effectivement pour faire un peu ce que je fais aujourd'hui, aider les CTO VP Engineering qui se marraient bien quand c'était des petits geeks, ils avaient aussi 1, 2, 3 devs à gérer. Maintenant, ils ont 10 devs à gérer, ils ne savent pas faire de management et ils paniquent. Donc ça, c'est un peu le truc sur lequel j'ai de The Family. Et depuis 1 an, j'ai rejoint Base Impact. Donc on est une startup non-profit. Donc on essaie de résoudre les problèmes de société avec la tech, le big data et le produit. Et depuis 1 an, en France, on fait un projet sur l'emploi qui s'appelle Bob Emploi avec Paul Luan. Voilà. Et maintenant, je fais du produit. Et donc maintenant, j'ai un peu la vision engineering. J'étais complètement ingénieur chez Box, produit. Et donc je vais vous donner un peu toutes les best practices que j'ai eues en grandissant Box et comment aussi je les rapplique maintenant dans une startup où on est 7 et lesquelles sont vraiment importantes dès le début, genre les trucs sur lesquels il ne faut pas se planter tout de suite, quoi. Voilà, donc l'histoire de Box, elle est un peu marrante. Les 4 cofondateurs, ils avaient 19 ans quand ils ont fondé Box. Ils ont tous drop out of college au bout d'1 an. Ils sont revenus dans la Silicon Valley. Donc ça, c'est les cofondateurs. Alors le premier bureau de Box, moi j'ai rejoint genre 6 mois après, donc c'était tous des gamins. Et donc Box était vraiment commencé par des gamins. Ils ont levé les premiers, ils ont créé une première version de l'app avec 20 000 $ qu'ils avaient gagné au poker en ligne. Ils ont payé 10 développeurs en Sibérie, dans la ville de Tomsk, pour faire une première version du site en PHP 3 ou 4. Ça devait ça à peu près à l'époque. Donc imaginez une codebase complète de copier-coller. Bon, après, au niveau startup, ça allait bien parce que sinon, c'est un MVP qui a marché, qui a commencé à créer du buzz. Les 2 CTO après sont arrivés juste après ça. Moi, je suis arrivé juste après. Et en fait, on était 3 guignols qui ont des développeurs complètement juniors. Donc, ce qu'on a fait, on a écrit du code après comme des porcs pendant 3 ans sur une codebase dégueulasse et gigantesque en PHP. À une époque, il n'y avait aucune best practice, pas de test, pas de monitoring live, etc. Donc, en fait, au niveau des mauvaises pratiques, j'ai tout fait, quoi. J'ai vraiment tout fait. Et après, le truc qui était vraiment intéressant, c'était toutes les best practices qu'on a mal faites, on s'est fait brûler très fort à cause de ça. Et donc, on les a après appliquées toutes une à une. Et à la fin, on a vraiment réussi à construire une super belle boîte au bout, à la fin. Donc, Box, quand je suis arrivé au tout début, donc on était 7 employés. J'étais le premier employé embauché comme ça. Je voulais juste coder. Moi, j'étais super content de rentrer dans une startup juste pour coder. On a mis 2-3 ans à trouver un business model. Donc Box au début c'est un peu comme Dropbox, Google Drive pour stocker des fichiers dans le cloud. Et en fait au début on était en mode consumer, on pensait que tout le monde allait faire du consumer. Et finalement on a fait un pivot au bout de 2-3 ans, on a vu qu'en fait le vrai marché c'était enterprise, que tous les IT managers du monde ils n'arrivaient pas à gérer les fichiers qui étaient sur des email attachments, sur des vieux FTP tout pourris. Et donc maintenant c'est le truc de Box. Et après Box en fait on a fait le virage vers l'enterprise super bien. Dropbox, eux, ils sont restés dans le consumer, ils ont défoncé le consumer, ils ont fait un truc de ouf. C'est fantastique le truc de Dropbox. Mais le problème, c'est qu'ils ont déjà 500 millions d'utilisateurs, ils vont peut-être doubler le nombre d'utilisateurs. Maman, elle ne va jamais utiliser Dropbox. Et ce que payent les utilisateurs chaque mois, ça va juste diminuer parce qu'aujourd'hui, plus personne ne paye pour du stockage. Donc Dropbox, ils sont plutôt dans la merde maintenant. Il faut qu'ils montent vers le enterprise. Mais monter, vous savez ici, faire du B2B, c'est vachement dur. Ça veut dire avoir son produit B2B, ça veut dire avoir des sales qui savent vendre, qui savent comprendre, accompagner le client en mode partnership. Ça veut dire avoir du marketing aligné. Donc en fait, c'est un énorme boulot. Et ça qu'on a fait depuis hyper longtemps. Donc c'est un truc que j'ai vu un peu comment est-ce qu'on passe de B2C à B2B. Voilà. Et après, donc ça a bien marché. Après, on a levé vachement de sous. Et Box, en gros, on a doublé chaque année en nombre d'employés. 2, 7, 15, 30, etc. C'est pas ça. Ah ouais. Ouais. Et à l'époque, quand on a commencé, ça c'était nos compétiteurs. Je ne sais pas si vous en connaissez un petit peu là. Voilà. En fait, non, ils sont tous morts, quoi. Parce que tu ne fais pas d'argent dans le consumer. Et après, la deuxième partie, c'était le scaling. Donc après, le scaling, 2 trucs, en gros, le scaling tech.
il y a deux parties dans le scaling tech, à la fois comment on scale la base de données, tous les trucs comme ça. Box, on a nos propres serveurs, donc on a nos propres data centers à l'ancienne. On a commencé avant Amazon Web Services, donc imagine la galère. Dropbox, eux, ils ont commencé après, donc hyper facile pour eux le scaling au début. En revanche, ça nous a servi plus tard parce que quand tu as la main sur tes data centers, tu peux faire ce que tu veux et notamment tu peux mettre les niveaux de sécurité que tu veux, passer toutes les certifications, SAS 70, ISO 27000, etc. Donc après, nous, on pouvait vendre à des clients qui étaient dans la santé, par exemple, l'hôpital de Stanford run sur Box, alors tu ne peux pas runner sur Dropbox. Donc finalement, ça a été un avantage après, quoi. Mais bon, on l'a payé cher, quoi. C'était vraiment une galère d'aller hacker les serveurs. Donc après, la code base, passer d'un monolithe de PHP à service oriented, PHP plus Scala derrière. On a fait du Scala, c'était parce que c'était le langage cool du moment, donc ça nous a permis de recruter vraiment des super ingénieurs. C'était en fait une erreur, on aurait plutôt dû passer sur du Java. Surtout parce qu'après Java 8 et tout a fait qu'ils ont enlevé vachement de boilerplate et c'est assez, ça ressemble plus à du Scala, c'est plus joli. Le problème du Scala, c'est que c'est compliqué, tes ingénieurs ils mettent 6 mois avant de savoir coder. Et le truc que les gens adorent avec Scala, c'est le fait que c'est versatile et que tu peux écrire le truc en fonctionnel, en object oriented, tu peux faire ce que tu veux. C'est génial quand tu fais ton projet à toi, mais quand tu utilises ça pour une engine organization, c'est le pire truc à faire parce que ce que tu veux, c'est que tout le monde écrive le code de la même façon. Si moi ou toi on écrit du code, et il faut que une autre personne qui revue elle puisse savoir, ah oui, c'est les best practices, c'est les frameworks, les patterns qu'on utilise. Donc en fait, c'était pas si fun que ça que de faire du Scala, quoi. Voilà, et après, scaler l'organisation, les équipes, passer à plein d'équipes, passer à plein de départements et mettre en place tous les process dont on va parler après. Et ça, c'était vraiment le kiff, quoi. Quand on scale, c'est toujours des problèmes, mais c'est des problèmes super fun à avoir. Et donc, je vous invite tous de repasser dans les cas, quoi. Voilà, mais ça, maintenant, c'est un peu les compétiteurs de Box. Je dis, j'ai pas mis Dropbox dedans. Microsoft étant les plus dangereux, parce que Microsoft, en gros, c'est la meilleure boîte de B2B du monde. Ils ont vendu de l'IT à toutes les boîtes du monde. Par acquisition et tout, ils vont très vite, donc ils sont dangereux. C'est pas impossible qu'ils fassent une acquisition de Box je sais pas, dans quelques temps. Et Google, par contre, Google, ils sont nuls en enterprise. Enfin, ils ont quand même genre 1000 ou 2000 personnes qui bossent sur enterprise, mais ils comprennent pas, quoi. Appeler des gens, suivre dans l'humain, aider les personnes à vraiment. C'est hyper dur quand tu es IT manager de passer du on-premise au cloud, c'est vachement stressant. Google, ils savent pas faire cet accompagnement humain. Donc, même s'ils déchirent avec Google Doc, par exemple, ils sont pas très dangereux. Et Google Drive, c'est tout pourri, hein. Google Doc est génial, mais Google Drive, je sais jamais avec qui sont partagés mes documents. Enfin, c'est complètement pourri, quoi. Voilà. Alors, les mindset du scaling. Ça, c'est les bureaux de Box à San Francisco, donc très, très San Francisco, quoi. Voilà. Donc, le truc vraiment cool, quand tu crois, c'est que tu as des opportunités qui arrivent tout le temps. Donc, le mindset d'abondance et de croissance, le growth mindset, c'est typiquement penser que, par exemple, dans l'éducation, les gamins, soit ils pensent que leur note en maths, ça veut dire à quel point ils sont intelligents, et ils pensent, toi, que c'est une version figée vraiment de leur identité, de à quel point ils sont forts. Et tu as ça c'est le fixed mindset. Et le growth mindset, c'est quand ton gamin il a un 5 sur 10 en maths, tu dis ah ben non, c'est juste que tu n'as pas bien travaillé et pas t'étais pas intelligent. Ça vous parle un peu ça, growth mindset, fixed mindset? Et en gros, le truc, c'est de dire toujours l'opportunité, elle est dans la croissance, tu peux toujours devenir meilleur, il y a plein d'opportunités, tu n'es absolument pas bloqué là où tu es. Donc ça, c'est un peu le truc général, ça vaut le coup de lire 2-3 trucs là-dessus. Mais en gros, c'est vraiment c'est une notion fondamentale de win-win, il va toujours avoir des marchés en plus à conquérir, donc toujours au niveau BizDev. Il va toujours avoir deux startups avec qui on peut faire des partenariats. Dans mon équipe, aujourd'hui, je sais pas, je suis juste ingénieur et j'ai mon manager au-dessus, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais dans un an, certainement qu'il faudra monter une nouvelle équipe, je sais pas, pour lancer l'équipe mobile ou l'équipe internationale. Ça sera une opportunité pour moi d'aller faire quelque chose d'autre. Il y a toujours ces opportunités plus loin. Et en fait, ça c'est hyper important et surtout c'est le truc qu'on n'a pas du tout en France, mais vraiment pas. En gros, en France, on a le win-lose, c'est les vases communicants. Il y a un philosophe, un psychanalyste, Pascal Baudry, qui a fait une analyse assez intéressante. Il dit la culture française, ça vient du Moyen-Âge, c'est un cerf qui vit dans un fief. Il y a des quantités limitées de blé. S'il y a une famine, on doit se partager le blé. Si je veux manger, il faut toi que tu ne manges pas.
Donc tu vois vraiment, les grandes écoles aussi, tu as un nombre limité de places. Pour que je rentre, il faut toi que tu ne rentres pas. Donc on a toujours cette compétition à voir que le set de ressources, de possibilités est limité. Alors que les États-Unis, c'est la conquête de l'Ouest, c'est des ressources infinies. Tu vois, tu peux vraiment aller créer des nouveaux États, des trucs de malade. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si tous les deux on va aller conquérir ces États, en fait, on va se mettre ensemble, on va mettre nos carrioles ensemble, on va se protéger des loups, des ours et des Indiens, et on va pouvoir grandir ensemble. Ouais, en fait, c'est vraiment ce truc, ça peut paraître un peu stupide quand je dis comme ça, mais tu le vois vraiment dans ta boîte. Est-ce que tu as une boîte de fixed mindset ou une boîte de growth mindset? Et arriver à toujours montrer à toutes les personnes de ta boîte, ok, aujourd'hui c'est aujourd'hui, dans un an, il y a plein de trucs de ouf qui vont se faire, donc continue à apprendre, continue à grandir, il y a vraiment des opportunités de malade. Donc le management, aussi, dites-moi en fait si je prêche des convertis ou pas sur les trucs, parce que je ne sais jamais à quel point les trucs que je dis sont bateaux dans nos cercles. Management traditionnel, typiquement la française, project manager, project lead et tout, hop, on a tel manager qui est là, qui a les personnes en dessous, qui découpe les tasks, qui les distribue, ou engineering manager aussi, ouais, qui découpe les tasks, qui décide de l'architecture, qui fait les codes review de tout le monde et tout. Ça, je pense que vous l'avez vu plein de fois. Donc ça, c'est clairement la mauvaise practice de base. Le manager, quand tu grossis, il n'est plus du tout au-dessus de l'équipe, il est en dessous de l'équipe. Servant leadership, je ne sais pas si ça vous parle, quoi. Et ça, c'est le truc qu'il faut faire, mais à mort, et c'est hyper difficile. Vraiment très, très, très difficile. En gros, le but d'un bon manager, en fait, c'est un manager qui n'a plus rien à faire. C'est-à-dire que l'équipe, tu la vois comme une machine, et tu as vachement bossé sur cette machine pour la mettre en place, pour embaucher les bonnes personnes, pour virer les mauvaises personnes, pour faire grandir les personnes, pour faire en sorte que les process marchent vachement bien. Donc tu te fais ton Scrum, tu te fais ton Agile, tu te fais ton Live Monitoring, tu te fais tout. Et après, en fait, l'équipe, elle tourne toute seule, et toi, en tant que manager, tu n'as plus rien à faire. Le manager doit jamais, le engineering manager doit jamais manager les projets, parce qu'en fait, maintenant, tu fais du Scrum, c'est vachement facile. L'équipe, elle décide des tâches, elle les découpe, elle avance, et tu as le progrès. Ça, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans vos équipes, mais c'est un truc, en fait, la barre est vachement haute d'arriver à faire ça. Et ce qu'il faut, en fait, pour faire ça, ça fait assez peur. Ça demande énormément de communication dans la boîte. Donc à Box, je vous dis un peu comment est-ce qu'on l'a fait. Quand on a commencé à Box, on était, donc en gros, Sam, le CTO et moi, on avait codé la majeure partie des nouveaux trucs. Donc on connaissait tous les systèmes et c'était un peu compliqué. On avait un ORM un peu à la Active Record, qu'on avait fait en PHP. On avait des systèmes de caching à plusieurs niveaux vachement compliqués. Donc on connaissait tout ça. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés. Et après, eux, ils allaient se brûler sur plein de trucs parce qu'il y avait des difficultés techniques un peu sournoises de partout. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On reviewait à chaque fois leur code et aussi on reviewait à chaque fois leurs architectures. Et une nouvelle personne venait avec un projet, on va créer un nouveau système de notification mobile, un truc comme ça. Ils devaient venir devant nous et présenter leur technical design doc, donc qui décrivait l'architecture, et nous on validait ou pas. Donc on faisait ça avec une vachement bonne intention. Genre, on va vous empêcher, en fait, on fait une sorte de filet de sécurité, on check à la porte pour pas que vous chipiez du code qui va exploser et tout. Mais en fait, ça crée un truc extrêmement mauvais parce que finalement, les gens, en fait, ils flippaient. Ça faisait un peu de genre, tu passes devant le prof en conseil de classe, un truc comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient le plus possible avant de venir nous voir parce qu'ils avaient peur de se faire dégommer. Et donc ça n'a pas du tout marché. Et donc, en fait, on a dit non, en fait, les gars, nous, on n'est plus là pour faire le système de sécurité à la fin. Vous êtes lâchés complètement en live, vous êtes responsable de tout ce que vous faites. Donc, c'est vous qui êtes responsable de faire des tests à la main ou automatique. C'est vous qui devez checker en live le monitoring, etc. Mais pour faire ça, en fait, il faut que tu donnes une définition très très claire à tout le monde à quoi ça ressemble du code qui est bien fait, à quoi ça ressemble une architecture qui est bien faite. Donc, on avait des checklists au début. C'est quoi la serviceabilité, c'est quoi la sécurité, c'est quoi des bonnes API. Donc, tu laissais un peu les personnes après les checker comme elles voulaient. Mais au moins, tout le monde savait où était la barre. Et une fois que tout le monde est clair sur où est la barre, tu laisses les personnes se démerder, les ingés. Toi, tu ronges ton frein parce que tu sais qu'ils vont faire des conneries. Mais tu les laisses faire. Et après, tu commences à ajuster la barre, à apprendre aux personnes à venir t'aider au bon moment. À venir demander de l'aide au bon moment. Et après, tu dis, moi, je suis une ressource, je suis en dessous, je t'aide sur n'importe quoi. Tu viens me poser une question, je t'aide tout le temps. Par contre, je ne viendrai pas proactivement t'emmerder. Vous avez des process de review entre eux ou même pas? Alors, bien sûr, après, code review, toujours ensemble. Et code review, hyper important aussi. Un truc typiquement que font, c'est que tu as le senior qui review le junior. Ça, c'est bien.
ce qui est mieux, c'est que aussi les juniors revuent les seniors, toujours. Parce que quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes comment les seniors organisent le code et donc tu apprends énormément. Et ça, il y a beaucoup de startups qui oublient de le faire. Et aussi après, juste de reviewer entre pairs, toujours hyper important. Okay. Voilà, ouais, donc le manager doit être en dessous. Il y a Dan Pink, c'est une sorte de psychologue américain, et il a vachement étudié ce que c'est que les leviers de la motivation et qu'est-ce qui fait qu'une équipe met des gens est à fond. Tu as besoin de 3 trucs. Tu as besoin de mastery, donc que les gens se sentent putain, je suis trop fort en Node.js, je suis devenu vraiment un expert, un maître du truc, je kiffe, et donc j'utilise mon art chaque jour, un peu le craftsmanship du code. Tu as besoin d'autonomie, vraiment qu'on te laisse prendre les décisions, etc. Et tu as besoin de purpose, tu as besoin de savoir que ce que tu vas faire, ça va servir à quelque chose d'important. Donc le purpose, en gros, c'est juste la vision de ta boîte, avoir une boîte qui sert à quelque chose, voilà, ça c'est important. Et après, l'autonomie, donc c'est justement créer toutes les bases safe pour l'équipe. Et ce que tu as besoin leur donner des KPI clairs sur ce qu'ils doivent faire. Ça demande vachement de boulot justement au management, arriver à cascader le but stratégique de la boîte, genre ton but du quarter, ton but pour chaque équipe. Donc c'est un truc qu'on faisait et par exemple ça nous prenait bien 2 semaines chaque quarter de descendre les goals du stratégique au tactique. Ça c'est un peu des problèmes de grosses boîtes, mais tu as besoin de ça pour avoir de l'alignement. Au moins le truc qui se passe c'est que chaque personne, elle savait ah tiens je suis en train de faire ce refactoring et je sais parce que ça va aider ça, qui va nous débloquer ça, qui va nous permettre d'ouvrir le marché en Europe, par exemple, des trucs comme ça. Donc, vachement important de savoir le purpose. Et après, pour le craftsmanship, enfin le mastery, en gros, tu as toujours besoin de virer les mauvaises personnes, d'embaucher les bonnes et de faire grandir l'équipe. Donc, ton manager, en fait, je pense... Donc, le manager n'est que manager. Hein. Il essaie de ne pas être technique. Ça, c'est vrai, surtout pour le front-end. Pour le back-end, c'était un peu moins vrai quand même parce que quand tu avais des trucs très compliqués, du genre refactoring de la base de données pour la mettre scalable sur 2 ans, en fait, le manager, en fait, il vérifiait tout. Mais manager, c'est un track en soi-même et tu deviens vraiment manager à 100%. Et ton but, c'est juste de manager de l'humain. Et donc, tu fais plein de one-on-one, tu fais plein de réunions à la con, justement pour synchroniser les goals avant chaque quarter. Tu fais plein de réunions pour les performance reviews, pour synchroniser entre toutes les équipes. Mais en fait, c'est normal, un manager doit passer 100% du temps sur les people. Pas sur le produit, enfin pas sur le projet, project management, et pas sur la tech. Ça, c'est la vision idéale, mais au moins, il faut savoir que c'est là qu'il faut aller. Et ça, des managers qui font ça, vous n'en avez sûrement jamais vu dans votre vie, en fait. C'est les managers du top de chez Google, top de chez Facebook, qui ont vraiment appris ça, vraiment en mode Silicon Valley. Et en France, on en voit très peu, c'est hyper rare. Mais c'est à vous d'aller les chercher, à vous d'aller les embaucher. Si vous êtes à Paris, démerdez-vous pour que les petits Français qui reviennent à la Silicon Valley après 5 ans, ils aillent bosser chez vous, ils aillent apporter les best practices de ces super boîtes. Et si vous êtes dans la Silicon Valley, faut les trouver, quoi. Est-ce que pour en arriver là, il faut forcément avoir instauré des process assez poussés pour que justement ils soient capables de s'auto-manager et de venir te voir qu'au moment où ils ont besoin, ou tu peux le faire rapidement dès le début En fait, il faut toujours... de toute façon, j'imagine. Ouais. Il y a un truc qu'on dit toujours, c'est setup for success. C'est quand tu manages, est-ce que ton équipe elle est setup for success? Est-ce que tu as mis tout en place pour qu'ils puissent raisonnablement réussir? Donc après, ça peut être un peu de process, beaucoup de process, ça dépend de ton cas. Okay. Ouais. Mais il ne faut jamais envoyer les gens en casse-pipe, quoi. Ça, c'est le truc important. Est-ce que si tes managers sont vraiment à 100% sur l'humain, ouais. ils ne perdent pas rapidement en légitimité tech? Mais ils n'ont pas besoin, parce qu'en fait, eux, ils doivent devenir super bons à faire monter les gens en compétences. Et en fait, tu vois assez vite que faire monter en compétences, tu as un peu de technique. En gros, tu as besoin d'être au niveau senior dev. En revanche, la vraie explosion des gens en termes d'impact, c'est sur de l'humain. C'est ce que tu es capable de bien communiquer, ce que tu es capable de faire se parler 2 équipes ensemble, est-ce que tu es capable d'exécuter vite, tu vois, c'est beaucoup plus sur du technique. Tu as quand même besoin du niveau senior dev de base pour être pris pour un charlatan. Exactement. Mais ensuite, pas besoin d'être expert. Ouais. Et après, en fait, tu deviens un expert en coaching. Et quand tu fais du coaching, tu peux faire un peu, tu vois, du genre à la maïotique, à la Socrate. Tu poses des questions à la personne, quoi. Tu vois, ok, tu as fait ça, tu as fait cette technologie, pourquoi tu as choisi ça, pourquoi tu n'as pas choisi ça. Tu creuses. En fait, c'est quand tu pointes avec le doigt pour poser des petites questions, tu peux acculer quelqu'un très vite si, en fait, il n'a pas une bonne réponse, sans que toi, tu sois capable forcément de créer un meilleur design. Ok. Et donc après, ça c'est le truc, le corollaire d'un peu du mindset 2. Un leader s'obstine à se rendre inutile
Et ça, c'est un peu un truc comment dire, paradoxal. Parce qu'en fait, quand on pense ton super dev, ta rockstar, qu'est-ce qu'il fait? Code comme un porc jusqu'à 3 heures du mat, fait à 10 fois plus d'output que n'importe quelle autre personne dans l'équipe. Quand le site pète à 2 heures du mat, c'est la seule personne qui est capable d'aller réparer le code, d'aller up. Et en fait, ça, ces développeurs, on les appelle les cowboy développeurs. Et ça, c'est mauvais. Il ne faut absolument pas faire ça. Il faut le plus possible se rendre inutile. Donc, pour un codeur super bon, ça veut dire je ne fais pas des algorithmes ou des logiques compliquées, je fais du code simple, une ligne fait un seul truc. Mon code est documenté dans le code ou peut-être dans le wiki, mon code est testé. Je fais en sorte qu'une autre personne dans l'équipe connaisse mon code. Donc typiquement, j'ai fait des codes reviews et tout. Et ça demande une vraie discipline de toujours se rendre inutile. Et pourquoi tu as besoin de te rendre inutile? Parce que quand ta startup elle grossit, c'est hyper con de rester la personne tributaire de ton premier service toute ta vie, en fait, d'être on call pour ce truc. C'est vachement bien de se libérer de ça et puis aller faire les nouveaux projets sexy. Et donc ça c'est vrai pour tout le monde. Tu mets en place des process, tu mets en place de la tech et tu délègues et tu apprends aux autres personnes pour te rendre inutile. Et donc moi, ça c'est ce que j'ai fait tout le temps chez Box. J'avais un rôle assez canon parce que j'avais à la fois plein de responsabilités et aucune responsabilité. Ça c'est assez cool. À chaque fois, on avait le problème technique le plus difficile. Donc par exemple, il fallait sharder notre base de données MySQL. C'était avant qu'il y ait du Mongo et des trucs comme ça. Je m'amenais, je créais une équipe de 10 personnes. On créait la stack technique, on mettait tous les best practices en place, CI, CD, etc., les tests. Hop, je faisais monter l'équipe et après, je me focalisais vraiment sur un leader. Du genre, cette personne, c'est vraiment être le leader de l'équipe, après, soit en tech, soit en management, pour la faire grossir et qu'elle fasse suffisamment un peu la même chose que je fais. Et après, hop, l'équipe tournait et moi, je pouvais aller passer au truc d'après. Et donc ça, c'était vachement cool, quoi, plutôt que de faire la même équipe. Aussi, les petites best practices un peu contre-intuitives. Quand tu as une équipe, je sais pas, tu as 5 devs, en fait, il faut passer le plus de temps sur ton meilleur élément. Dans le but, en fait, de te dupliquer toutes tes nouvelles best practices que tu as appris en management, en tech, en process. La personne la plus intelligente, la plus avide d'apprendre, elle va l'apprendre vraiment vite. Et après, ça va être un relais vers toi et elle va diffuser ça aux autres équipes. Alors que souvent, tu as le truc un peu mode bébé de sauveur de bébé phoque, non, où tu vas aller aider la personne la plus en difficulté dans l'équipe. Et ça, il ne faut pas faire ça. Il faut aider la personne la plus balèze pour aller plus vite. Voilà, donc best practice scaling. Donc là, c'est les sales chez Box. Ouais, il y a des petits ballons de football américain. C'est un peu des frat boys. Voilà. Donc de toute façon, on va en passer vite en fait pour pas trop, parce qu'il y a plein de trucs. Ouais, un truc à 2 balles, les projets, il faut toujours les faire en série plutôt qu'en parallèle. Il faut au moins toujours avoir 2 personnes sur un même projet pour pouvoir faire des code reviews, pour qu'au moins, voilà, tu n'aies pas qu'une seule personne qui connaisse ce truc et qu'elle écrive le truc mal. Et ça, c'est vachement dur parce que souvent, le PM, il dit « Ah putain, ouais, on a 3 milestones ce quarter, hop, je lance les 3 en même temps. » En fait, c'est débile parce que finalement, tu les finis juste à la fin du trimestre. Il vaut mieux tout mettre sur une, puis l'autre, puis comme ça, tu as shippé plus vite. C'est un truc à 2 balles, mais se souvenir focus on finish, mais pas focus on start. C'est un truc, en fait, tu vois tout le monde se planter. Donc aussi, quand tu scales, toujours vachement important de bien faire ça. Aussi, un truc un peu contre-intuitif. On pense que les startups, ça va vite, on parle autour du café, hop, on avance, on fonce. Mais en fait, une vraie startup, c'est quand tu empowers tout le monde de pouvoir prendre les bonnes décisions. Tout le monde connaît le contexte, connaît les objectifs, donc il faut mettre tout par écrit. Après, tu n'es pas une grosse boîte où tu vas commencer à mettre des formulaires qui doivent être validés par ce manager et cet autre, mais au moins, tu es condensé. Slack aide un petit peu, mais que du Slack, ça ne marche pas. Il faut aussi que tu te fasses tes Google Docs bien propres sur les trucs. Donc typiquement, les Technical Design Docs, est-ce que ça vous parle, ça, ce que c'est? Et qui en fait? Ok. Technical Design Docs, c'est un peu comme un Product Requirement. En fait, c'est avant de faire un projet technique un peu compliqué, donc typiquement, hop, il faut qu'on fasse un nouveau système de real-time notification pour mobile. Tu décris vraiment bien quel est le but, quelles sont les contraintes, à quoi ressemble le succès. Et ça, c'est toujours hyper important de vraiment bien l'écrire parce que c'est des petits détails dans la contrainte, ça change complètement forcément tes solutions techniques. Est-ce que tu as le droit de dropper des messages, c'est quoi ta latency, etc. Et après, tu écris, voilà la solution qu'on a choisie, ça va ressembler à ça, ça va être testé comme ça et tout. Voici les solutions alternatives qu'on a considérées, qu'on n'a pas choisies. Par exemple, un SaaS qui faisait déjà le truc, mais en fait, il me manque cette feature. Ou utiliser cette technologie open source, mais elle a ce problème.
Et tu écris aussi en bas qu'est-ce qui te ferait revenir sur ton choix, quels sont les changements qui te feraient revenir sur ton choix. Donc typiquement, il manque cette feature sur ce truc open source, mais dès qu'elle est là, on aimerait bien basculer là-dessus. Et ça demande du boulot. Donc typiquement, tu as un projet qui va te prendre 2 semaines, tu passes 2 jours à faire ton technical design doc. Donc tu es vraiment en mode architecte en gros. Tu peux très bien faire un peu des petits proof of concept pendant ce temps pour déblayer le terrain, toi, et voir vraiment si la technologie elle marche, parce que le diable est toujours dans les détails, hein, c'est pas en mode architecte dans les nuages que ça marche. Tu fais ça, tu commits, et après tu fais reviewer avec tout le monde. En fait, c'est une sorte de code review d'architecture, et tout le monde dans l'équipe lit le doc et met des conseils. Et après, le truc qui est génial, c'est justement, tu peux envoyer ce doc au CTO qui peut le reviewer et t'aider, donc en mode vraiment servant leadership. Et pareil, tu as les juniors qui voient comment les seniors pensent à une architecture. Et le truc qui est canon, c'est qu'après, tu peux, à un moment, une fois qu'un junior a vu 2-3 design docs, tu fais l'inverse. Tu dis, le prochain design doc, écoute, c'est toi, junior, qui va le faire. Donc là, le mec, il flippe un petit peu, putain, le back-end un peu compliqué et tout, comment je vais gérer, je sais pas, mais 1 million d'emails par jour qui passent chez Front, etc. Et bien là, tu es juste responsable du process, et ton but, c'est d'aller poser les bonnes questions à tout le monde, de remettre tout sur un document, tout le monde review, on peut committer, et après, une fois que tu as commité, tu peux délivrer vachement vite sans avoir à te poser des questions. Donc c'est une best practice toute bête, hein, c'est vraiment l'invention de l'écriture, hein, c'est rien de plus. Mais je vois systématiquement les gens ne pas le faire. Et après, 2 semaines dans le projet, ils disent « Ah putain, en fait, si au lieu de Mongo, on avait utilisé du Postgre et tout. » Ça arrive tout le temps, quoi. Voilà. Ça, best practice qu'on a chopé de Google. Ah oui, le fait, comment Box a grossi. Donc au début, on n'était que vraiment des noobs, tu vois, on ne connaissait rien à la vie. On a appris vite. Et après, Box est vraiment passé dans la deuxième partie quand on a embauché un COO, Dan Levin, un mec qui avait bossé un peu partout dans la Silicon Valley. Et lui, il a ramené tous ses potes VP marketing, qui bossaient chez un super SaaS, enfin enterprise software, etc. Et en engineering, on a ramené Samuel Scilacci, qui est le créateur de Google Doc, qui a fait la compagnie Writely, qui est devenue Google Doc. Et après, lui, c'était le VP chez Google de Google Doc, Google Apps, Calendar, Gmail et tout. Donc tu vois, un peu top VP mondial, quoi. Et il est venu, il a rapporté toutes les best practices de Google. Et Google, franchement, ils sont vraiment top au niveau best practice. Ils ont un problème, c'est qu'ils ont une culture un peu de connard. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les Googlers, mais tu as un peu le truc, je vais te montrer que je suis un peu plus malin que toi. Ils sont un peu d'arrogance, ils n'ont pas du tout une culture de la vraie bienveillance, hein, pour la plupart. Mais les best practices sont vraiment canons. Et donc, il nous a rapporté son technical design doc, ça vient de Google, ça on l'a pris. Et après, tous les trucs dont je vais parler après aussi, ça vient chez lui. Donc bien sûr, ouais, embaucher quelqu'un qui a de l'expérience, énorme avantage. Le top, effectivement, c'est de choper un Director of Engineering ou VP Engineering d'une startup qui a bien grossi pour devenir votre VP Engineering. Ou même si tu prends quelqu'un qui a juste été manager, dans une de ces bonnes boîtes, cette personne aura vu tellement de trucs qu'en fait, elle pourrait t'apporter énormément de choses dans ta boîte. Voilà. Alors aussi, ça, c'est un truc un peu bateau. Vous faites du Scrum, ouais, tu fais tes sprints. Il y a un truc souvent que les gens font pas très bien, c'est la rétrospective. Donc c'est juste à la fin du sprint, tu redis ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qu'il faut qu'on améliore. Truc à 2 balles aussi, souvent les gens le font pas assez bien. Le truc vraiment qu'il faut voir, c'est ton équipe, si elle s'améliore de 1% à chaque cycle, au bout d'un an, elle est 2-3 fois plus forte. Vraiment, le truc et c'est compound effect. À Box, j'ai vu ça. J'ai pris en main une équipe, on était super bon à faire la rétrospective. Donc ça veut dire rétrospective, chaque semaine, enfin tu fais un sprint la semaine, tu vois un problème que tu avais dans, par exemple, je sais pas, les serveurs de test étaient trop lents, donc on a perdu du temps, des conneries comme ça. Tu commits une tâche à mettre dans le sprint d'après pour fixer le process. Donc j'ai dit avant, tu te focuses sur un seul problème à chaque fois, sauf pour améliorer tes outils, tu as toujours une petite bande passante qui passe. Et les équipes qui faisaient ça, mais vraiment au bout d'un an, elles étaient 3 fois meilleures que les autres, et toutes les autres équipes étaient putain, mais c'est des tueurs dans cette équipe, quoi. Donc ça aussi, voilà, faites une petite introspection, est-ce que je le fais vraiment, vraiment bien, où est la barre? Et pour avoir des bons meetings rétrospectifs, il faut créer une culture de confiance dans l'équipe. Et la confiance, ce que ça veut dire, c'est pas tiens, je fais confiance que tu es un bon développeur, je fais confiance que tu connais cette technologie. Non, c'est je suis OK d'être vulnérable en face de toi. Donc, toute la culture, par exemple, du post-mortem bienveillant, ça, vous devez peut-être un peu faire, je pense, quand même. Ça, c'est un truc vraiment qu'il faut intégrer. Il faut que tu arrives à créer que dans toute l'équipe, tout le monde puisse parler des problèmes et qu'à chaque fois qu'un problème est soulevé, le manager vraiment écoute et vraiment fait en sorte qu'il y ait une solution qui soit mise en place, pour créer un cercle vertueux où les gens se rendent compte, ah, en fait, quand j'ouvre un petit peu ma gueule, quand je parle, finalement,
ça a de l'impact, donc je vais parler plus. Et en fait, vous allez vous rendre compte que là, vous voyez peut-être, je sais pas, vous voyez en haut toujours que le top de l'iceberg dans les problèmes. Il faut vraiment arriver à au moins améliorer ta culture pour que tu en vois au moins la moitié. Et souvent, le truc, les gens n'osent pas parler des petits problèmes. C'est un petit problème, ouais, le serveur de test est un petit peu lent, tu n'as pas envie trop de te plaindre là-dessus, ça fait un petit peu diva. Donc on faisait un truc assez sympa, en fait, on faisait la rétrospective, on la faisait d'abord par écrit, en anonyme, et tout le monde écrivait tous les trucs qui le sont passés par la tête. Ça m'allait pas, ça m'allait pas, ça m'allait pas. Et après, hop, on regroupait et on voyait, ah tiens, en fait, un petit truc trivial, mais ce problème trivial, tout le monde dans l'équipe l'a eu, donc en fait, c'est un gros problème. Voilà, c'est juste des petites astuces à 2 balles là-dessus. Voilà. Aussi, si vous commencez à grandir, vous allez avoir un choix en fait. En tant que CTO, tu as 2 choix possibles. Enfin, si tu veux continuer à faire l'entrepreneuriat, après tu peux faire ce que tu veux. Soit tu restes complètement technique, soit tu deviens VP Engineering. Et c'est un choix super difficile à faire. Parce que si tu deviens, si tu restes CTO, tu n'es que sur la tech. Et en fait, la tech pure, souvent dans nos startups, c'est pas le truc super important. Tu as toutes les librairies qui sont là, le SaaS, machin, on n'est plus en train de créer des algorithmes de fou et tout. Donc, tu n'es pas en mode CTO dans la biotech où genre, tu as vraiment une connaissance vraiment super précise. Donc, en fait, finalement, ton influence dans la boîte, quand même, risque de baisser un petit peu. Par contre, tu continues de coder, tu continues de t'éclater. Et l'autre choix, c'est de devenir VP Engineering et de dire, non, en fait, mon rôle en tant que cofondateur, le truc le plus important que je peux apporter à la boîte, c'est de l'aider à grandir. Ok, j'adore coder, ok, j'adore l'architecture, mais je vais devenir bon à manager. Et le truc qui est vachement dur, c'est que manager, on est nul. On est nul en communication, c'est pas manager, c'est un truc qu'on nous a jamais appris à l'école, surtout en France. Donc en gros, tu dois dire, ok, je repars à zéro, c'est ce que tu fais en tant qu'entrepreneur, hein. Tu commences et tu es nul à tout. Et tu dis, je vais vraiment devenir bon à manager. Et ça doit être ton but vraiment clair. Et ce que ça veut dire après, c'est que quand tu veux être bon à quelque chose, faut potasser. Donc il faut aller lire tes bouquins de management, aller lire au moins les 10 bouquins de management les plus importants. Et il y en a un, par exemple, qui est hyper important, c'est les 5 Dysfunctions of a Team. C'est un peu la pyramide de Maslow de ce qu'il faut pour qu'une équipe marche. Et l'étape de base, c'est la confiance. C'est à quel point les gens sont OK d'être vulnérables en face des autres. Et là aussi, vous allez voir qu'en fait, on pense toujours qu'on est bon là-dessus. Et en fait, généralement, on est très mauvais. Parce qu'en tant que cofondateur, tu t'amènes, toi, tu es à l'aise avec tout le monde. Tu parles avec tout le monde, tu penses que tout le monde est ouvert avec toi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde flippe. Tu es une startup de 50 personnes, tu vois le CTO, putain, tu vas pas lui parler des petits problèmes, etc. Donc ça demande vachement de boulot de montrer que tu peux parler des erreurs, tu peux t'ouvrir, et il faut lead by example. Et toi, vachement souvent, admettre des fautes en public ou parler des trucs qui te tracassent, etc. Voilà, ça c'est un autre sujet énorme en soi-même, mais ça ressemble un peu à ça, de vouloir vraiment faire de la grosse scale. Et puis rétrospective aussi, un truc de base, tous les lundis matins, hop, le premier message de la semaine, c'est les trucs qu'il faut améliorer dans l'équipe. Et un truc que j'aime bien garder en tête, c'est faire une startup, tu coupes du bois, tu ships du code, tu chopes des customers. Et en fait, tu coupes du bois, mais aussi il faut passer du temps à aiguiser ta scie. Et donc aiguiser ta scie, c'est le truc qui est important et pas urgent. Et tous les trucs importants et pas urgents, il faut mettre absolument des meetings fixes dans ton calendrier. Donc typiquement les meetings de rétrospective. Mais aussi les one-on-one individuels. Donc ça, je vais en parler maintenant. C'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu passes au moins une demi-heure avec chaque personne en individuel pour parler. Beaucoup de personnes disent « Ah non, mais j'ai pas du tout le temps, c'est impossible dans une startup, tu peux pas faire ça. » Mais c'est vraiment le moment où tu aiguises ta scie, un truc de malade. Et c'est un peu l'arme atomique pour pouvoir grandir et résoudre des problèmes dans ta boîte. Qui fait des one-on-one ici? Ok. Alors, le one-on-one, c'est assez délicat à dire, je ne sais pas trop comment le dire, c'est un peu difficile. C'est du genre, tu peux faire des one-on-one et après tu as vraiment les bons one-on-one, les one-on-one qui déchirent. En fait, tant que tu n'en as pas fait un, tu ne te rends pas compte de à quoi ça ressemble. C'est un truc de ouf, quoi. Tu ressors du one-on-one, tu as envie de te faire un high five à l'autre, quoi. C'est putain, mais tu m'as aidé, un truc de fou. Tu as débloqué ce problème. Je sentais qu'il y avait une tension entre nous depuis quelques semaines, j'arrivais pas à le décoder. Tu as réussi à me donner ce feedback de manière constructive, je t'ai écouté, on a des actions. Et tu as de la chair de poule à chaque one-on-one, quoi. Est-ce que tu as de la chair de poule après chaque one-on-one aujourd'hui? J'ai un moment, non, quoi. Enfin, mais c'est là où le niveau où tu peux être. Et donc un bon one-on-one, bon, désolé si je prête des convertis, mais c'est vachement important. Tu parles jamais du status report. Tu dis jamais sur quoi tu as bossé, où est-ce que tu en es, etc. Tu parles que sur le méta, vraiment que aiguiser la scie, améliorer la machine.
comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce que tu penses qui bloque l'équipe, qu'est-ce que je fais que je dois arrêter de faire ou qu'est-ce que je dois faire en plus, tu te vois où dans 6 mois, qu'est-ce qui te ferait kiffer de faire comme prochain projet. Et ce qui se passe, c'est que généralement les gens ne disent pas grand-chose, mais toi, il faut que tu persévères. Tes 3, 4, 5 premiers one-on-one avec la personne, tu continues de dire ça, tu continues de dire ça, et tu vois qu'au début, il ne s'ouvre pas. Petit à petit, ils sont un peu. Et quand 2 ou 3 fois, à chaque fois que l'employé t'a donné un feedback, toi, tu as réagi sur le feedback, tu as changé un de tes comportements, tu as résolu un truc dans l'équipe, bah là, tu crées la trust et le truc vraiment s'ouvre. Et après, les canaux de communication sont monstrueux. Donc ça, c'est ce qu'on a fait chez Bakes aujourd'hui. C'est pas trop dans les cultures françaises, hein. Genre communication non violente, tous les trucs comme ça, c'est pas trop notre culture. Mais c'est vraiment possible de faire ça en France. Et aujourd'hui, quand je suis un peu busy, que j'ai pas le temps de faire mes one-on-one avec les personnes que je manage, il me colle au cul, quoi. Il m'appelle, non, Florian, t'as ton train pour Lyon dans 1 heure, on peut pas se faire le one-on-one maintenant, je peux aller à la gare avec toi sur le trajet. Il crave for it, enfin, c'est une drogue, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est ça le truc du one-on-one. Et donc, excusez-moi, ça montre vachement bien une notion de bienveillance énorme et de performance énorme. C'est-à-dire, les gars, ok, t'es là, moi je veux que tu sois là, et je vais t'aider à aller là, et chaque semaine, je vais te donner du feedback. Et du bon feedback aussi, on n'est pas très bon à donner du feedback en France. Donner du feedback, tu as besoin de 3 choses. Tu as besoin qu'il soit timely, un feedback du genre au bout d'une semaine, il expire, quoi. Tu n'as pas le droit de reprocher un truc il y a 3 mois, quoi. C'est toujours le truc hyper frustrant. Il est très factuel. Tu dis jamais, ouais, tu es mauvais en communication ou tu fais pas des bonnes architectures. Tu dis, dans ce cas-là, tu as fait ce choix, ça a eu cette incidence, etc. Voilà, des trucs un petit peu bateau, mais en fait, ça demande pas mal de temps d'arriver à bien le faire. Et surtout, il est actionnable, un truc clair pour faire et pour améliorer. Et là, ça va être votre but aussi de devenir hyper bon à donner du feedback. Il faut juste réaliser en fait où est la barre. Vous êtes au niveau 1 sur 10, il faut arriver au niveau au moins 5 sur 10 pour vraiment être au niveau Silicon Valley. Voilà, et c'est un peu le genre de truc qu'il faut dépoter. Après, si vous voulez, ça, je suis ravi d'en faire avec vous pour vous montrer un peu comment ça marche. Ça peut être un peu bizarre, mais vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble une bonne discussion. Voilà. Et après, donc, bien sûr, à chaque fois, on prend des notes. Donc là, c'est mon one-on-one avec Pascal. Chaque semaine, je prends des notes, tous les trucs qu'il me dit. Pascal, il m'en envoie plein la gueule, c'est mon CTO. Il met la barre très très haute. Et après, tous les trucs qu'il m'a dit, hop, je fais en sorte de l'avoir résolu au one-on-one d'après. Et en fait, ça fait vraiment avancer l'équipe très très bien. Voilà, donc la process, c'est un truc qui vous intéresse aussi un peu plus que mes trucs un peu de hippie. Comment tu recrutes? Donc nous, on a grossi x2 chaque année. Donc on savait que dans 2 ans, 75% de box, ça allait pas être nous. Donc en gros, la priorité numéro 1, c'était de recruter. Et de recruter des personnes meilleures que nous. Donc vous connaissez les A embauchent les A, les B embauchent des C. Et ça demandait de mettre une machine de guerre en place là-dessus. Et donc typiquement, je faisais pratiquement une interview par jour à peu près, ce que faisaient à peu près tous les ingénieurs, quoi. Donc voilà. Donc pour faire ça après en mode très scalable, il faut devenir bon à ça. Interviewer, c'est le truc le plus dur. Et à chaque fois que tu penses que tu t'es devenu bon à ça, tu te reprends une claque au prochain recrutement. Tu pensais avoir pris un killer, en fait, le truc fail complètement. C'est vraiment le truc le plus humbling, quoi. Même 10 fois de suite, je suis passé par ce même up and down. Et le truc vachement difficile, c'est qu'il faut arriver à standardiser le truc, à poser toujours exactement la même question, la même personne, être très clair sur ce que tu mesures. Et moi, je me suis rendu compte que pendant les 3-4 premières années, j'ai fait des interviews qui ne servaient à rien. On va juste checker un petit peu si la personne, finalement, elle connaissait les derniers buzzwords de TechCrunch, les dernières technologies. Ah putain, tu connais ce nouveau truc, putain, tu dois être vachement fort. Et en fait, ça demande pas mal de temps de te sophistiquer pour savoir que chaque personne va se spécialiser sur un type d'interview. Ce type d'interview est là pour détecter ce skill, notamment si c'est un skill qui correspond à notre culture et aux trucs qui sont importants pour nous. Par exemple, chez Box, le truc qui était vachement important pour nous, c'était la communication. Et on avait vraiment le trade-off. Est-ce que je te laisse bosser dans ton coin, tu es en mode no disturb, ou est-ce que je te fais chier pour te pinguer tout de suite? On était complètement, je vais te pinguer tout de suite. Notre culture, c'était, on est dans un monde qui change très vite. On a des customers B2B, donc sales, marketing, engineering, product devaient tous bosser vraiment ensemble énormément. Donc, tu n'es pas là à te mettre dans ta roadmap comme ça, il faut toujours avoir de la communication très rapide entre tout le monde. Donc, on checkait chez les personnes, en fait, est-ce qu'elles adorent communiquer ou est-ce qu'elles sont un peu réticentes? Et le truc que tu faisais une petite colle au tableau, tiens, décide-moi un algorithme pour gérer, je sais pas, les ascenseurs dans un immeuble.
Et tu vois, la personne, elle commence à écrire son truc, elle se plante, c'est toujours des petits pièges de balles. Et là, tu dis, ah tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Et tu vois comment la personne réagit. Est-ce que la personne dit, ah non, non, attends, c'est bon, j'ai presque la solution, 2 secondes. Donc, en gros, qu'est-ce qu'elle fait? La personne, elle reste accrochée à son ego, elle reste accrochée à sa première solution. Ou est-ce que, et option B vachement mieux, elle t'écoute et dit, ah putain, il y a un humain qui me parle, quelqu'un qui a du contexte sur la solution, quelqu'un avec qui je vais bosser, je vais écouter et je vais interagir avec. Et ça, tu vois, en fait, au début, tu fais pas gaffe, et quand tu commences vraiment à te spécialiser, tu vois tous ces petits détails, et ça te permet après de ne pas embaucher les connards. Et nous, on a eu vraiment de difficultés avec ça. On a embauché des gars très brillants, PhD, machin et tout, qui avaient bossé chez Google pendant vachement de temps, très smart, souvent plus smart que nous, ils avaient raison 90% du temps, et 10% du temps, ils ont tort. Impossible de les faire entendre raison, ils te niquent le moral de l'équipe complètement. Si vous avez un peu managé de dev, vous devez voir à peu près de quoi je parle, normalement. Et le truc, moi, une erreur que j'ai faite, c'est de dire, bah, j'ai envie d'être gentil, j'ai envie d'aider cette personne à grandir, je lui donne du feedback très patiemment, très patiemment, très patiemment. Et en fait, pendant 3 mois, tu te ruines la santé émotionnelle et c'est de faire marcher un truc qui ne marche pas. Un peu comme une relation amoureuse toxique. C'est le truc, en fait, quoi que tu fasses, ça ne sert à rien. Et en fait, en faisant ça, je pensais être gentil avec cette personne, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, j'étais méchant avec le reste de l'équipe parce que j'autorisais 10 autres personnes dans l'équipe à souffrir d'une situation où il y a vachement de tension. Et dès que tu commences en fait, à prendre vraiment toutes les externalités en compte, sur à quel point ça empêche l'équipe de grandir, tu te rends compte, putain, en fait, il faut vraiment empêcher ça complètement. Donc après, on a dit plus jamais de connards, et on a mis la barre hyper haute en culture, et à chaque embauche, on devait donner 2 notes, une note technique, passe ou do not pass la barre technique, et une barre culturelle, passe ou do not pass. Tout le monde dit, ouais, on embauche sur la culture et tout machin. Non, on était vraiment des nazis de la culture, quoi. La barre était très 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 haute et vachement souvent, on n'a pas embauché des personnes qui étaient, on sentait qui étaient un petit peu difficiles à manager. Et ça nous a énormément aidé parce qu'après, on a réussi à créer une boîte avec une culture extraordinaire. Et quand tu rentres chez Box, tu vois, tout le monde sourit, les sales sont contents, le marketing est content, l'engineering est content. Et ça, c'est vraiment un truc qui demande cette rigueur. Company values, bon, vous connaissez le principe. Le truc souvent qu'on ne fait pas assez, c'est le hire et fire par les company values. Vraiment, quand tu as des company values, tu dois savoir exactement ce qui est important pour toi. Donc, dans ton recrutement, tu dois justement préparer tes questions, tous les trucs comme ça pour checker est-ce que la personne a cette value ou pas. Tes performance reviews doivent être vachement basées sur tes values. Et après, tu fire aussi avec les values. Bon, à chaque boîte, il y a des trucs qui sont importants pour nous. Le truc qui est important, c'est cela. We hire the best, trust each other. Vu qu'on grossissait très vite, on a besoin que dès qu'une personne elle a été validée en embauche, on commence à bosser avec elle tout de suite. On n'attend pas qu'elle fasse ses preuves et tout. Ça, c'était un problème qu'on avait à un moment. Donc, on a créé cette valeur à ce moment-là. Voilà, et aussi, un truc à 2 balles, il faut que les cofondateurs soient exemplaires sur les valeurs. Et là aussi, si tu te check et tu regardes vraiment, est-ce que mon cofondeur, en fait, il est au top sur toutes les valeurs de la boîte, souvent tu te rends compte, ouais, en fait, non, là-dessus, je sais pas, sur le trust, par exemple, en fait, il ne fait pas vraiment confiance aux autres et ça ne marche pas. Voilà, et la dernière, hop, ça va le rythme, c'est un peu... Ok, c'est bon. Ok. Dernier, le plus important et le plus kiffant, celui-là, c'est faire grandir les talents. Tu as vraiment besoin de grandir. Pour ça, il faut faire les trucs de performance review. Donc, tout le monde connaît les performance review annuelles qui sont à 2 balles et qui ne marchent pas. Vous connaissez un peu les trucs de start-up. Et donc, nous, vraiment, on a fait le truc à la Google, hyper fin. En fait, ils montent vachement d'efforts. Donc, tous les 3 mois, on avait performance review sur ton niveau. Donc quoi, tu es senior dev, toi tu es staff ingénieur, on va évaluer ta performance sur ces 3 derniers mois par rapport aux expectations. Donc là, derrière dans ce que j'ai dit, ça paraît évident, mais en fait, souvent on a beaucoup de biais. Tu as le recency bias. Donc en gros, tu vas juste juger en fait, sur ce que la personne a fait les 2-3 derniers semaines. Tu as les first impressions aussi. Une personne qui a commencé comme ça, tu gardes dans ta tête que c'est une personne qui est comme ça, alors qu'en fait, maintenant, elle est peut-être en plateau. Et peut-être qu'elle a délivré la putain de feature l'année dernière, mais là, elle est plus là. Et aussi le fait de vraiment juger par rapport à une barre de senior dev, la barre elle est là, est-ce que tu es là ou est-ce que tu es là, et de ne pas juger la dérivée. Là, c'est toujours vachement difficile. Tu as junior dev qui arrive, je sais pas, une nana qui avance hyper vite, qui code comme une off, fou, folle et tout, tu vois que la pente elle est comme ça. Tu as envie en fait de dire ouais, elle dépote. Ben non, en fait, il y a encore plein de trucs qu'un junior dev doit vraiment bien faire. Et arriver à avoir cette honnêteté intellectuelle est vachement difficile. Donc nous, on a itéré au moins, je dirais, 4-5 cycles avant d'arriver à un moment d'arriver vraiment bien le faire et être juste. Un truc vachement important quand tu grossis, c'est que tu veux que la même performance soit récompensée de la même manière dans toutes les parties de l'organisation.
Donc là, c'est chiant pour les managers. Ça veut dire 2 semaines de meeting full-time, tout le jour, à faire les 360, à faire la perf review, à se synchroniser entre tous les managers pour harmoniser le truc. Donc ça demande vraiment beaucoup de boulot. Et voilà. Après aussi, donc, dans les autres trucs, donc pour faire ça, tu as besoin d'une rubrique. La rubrique, c'est en gros la description de qu'est-ce qui est attendu pour chaque niveau. Donc ça, vous devez connaître aussi. Hein. Tu as le track, tu restes expert dev et le track manager. Donc souvent, en France, dans les vieilles boîtes, ça n'existe pas. Tu es obligé de passer manager pour montrer du grade. Dans la Silicon Valley, c'est pas pareil. Tu peux être un super dev et avoir autant de stock que le VP of Engineering. Et donc ça, j'espère que vous le prévoyez dans vos systèmes de compensation. Voilà. Et alors, ce que ça veut dire ici, donc ça, c'est un truc vachement important. Donc, tu as software engineer, bon, tu commences, tu sors d'école, machin et tout, et après, tu passes senior. Donc ça, vous devez à peu près voir. Et il y a un truc qui se passe, c'est que très souvent, les senior devs sont hyper contents d'eux-mêmes, un peu imbus d'eux-mêmes. Tiens, je connais hyper bien ces technos, je suis à fond, je vais chaque année à, je sais pas, je connais bien Docker, je vais à la DockerCon chaque année, je me repose un peu sur mes lauriers. Et ça, en fait, ils se pensent que c'est le top de leur carrière. Et le truc qu'il faut vraiment arriver à faire, donc ça c'est relié au growth mindset dont je parlais au début, ça veut dire putain mon gars, en fait tu es là. Senior dev, ça veut dire que tu es capable de délivrer des features dans ton équipe qui est assez bien délivrée. Staff engineer, c'est le niveau de-dessus. Vous avez ce niveau dans vos startups? Okay. Staff, ça veut dire que tu es un lieutenant, tu es un capitaine de la boîte, tu es capable de gérer des projets compliqués, des projets flous avec des dépendances entre différentes équipes. Et donc, tu es capable d'avoir du leadership, du project management, d'écouter toutes les personnes, d'arriver vraiment à aller trouver des solutions vraiment qui vont marcher bien. Donc là, tu as un impact sur une équipe ou plusieurs équipes. Principal, donc moi, c'est ce que j'étais à Box. Là, la barre, elle est vachement plus haute. Tu dois avoir un impact sur la boîte en entière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, typiquement, les projets que je faisais où je créais un niveau d'ORM sur toute la code base. Ça avait un impact sur toute la code base. Quand après, j'ai splitté le monolithe en service, un impact sur toute la base. Quand je shard la base de données que tout le monde utilisait, impact sur toute la boîte. Donc, c'est ce type de projet que tu dois faire. Et après, Distinguished Engineer, là, tu as un impact sur l'industrie en entière. Donc, tu as inventé Python. Tu vois, c'est à peu près ça le niveau. Et donc, quand tu vois ça, tu dis, ouais, en fait, là, je suis un peu une petite crotte encore. Et il va vraiment falloir que je bosse pour arriver à ce niveau-là. Aussi, Principal, c'était facile d'être Principal quand on était 5. Je faisais un refactoring, en gros, je faisais un refactoring sur toute la code base. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les exigences pour être Principal ou staff et tout, elles ont grandi au fur et à mesure que la boîte grossit. Parce que tu as plus d'équipes, tu as plus de services, tu as plus de scale. Et donc, en fait, les exigences montaient tout le temps. Et ça, c'est un truc qui est vachement difficile. Et vous le savez bien, en tant que cofondateur, tu es toujours en train de failer, quoi. À chaque fois que tu commences à être confortable sur un truc, ta boîte est passée au niveau d'après, et finalement, tu sucks au niveau d'au-dessus, quoi. Donc, la barre, elle montait comme ça. Alors, moi, parfois, je déchirais, j'étais vraiment à fond, hop, je montais ici, après, je me reposais sur mes lauriers, la barre montait, et après, 6 mois plus tard, je me passais un do not pass, quoi. Enfin, je ne suis pas au niveau. Et ça fait un peu mal dans la gueule, quoi. Et c'est vachement difficile, il faut arriver à toi, en tant que cofondateur, à montrer que c'est l'exigence que tu mets à toi-même. Et ce qui est dur pour les cofondateurs, parce qu'il y a beaucoup de cofondateurs en fait, qui stagnent à un moment et qui ne vont pas arriver à accompagner la boîte jusqu'à la fin. Donc après, ton but, c'est voilà, jusqu'où tu veux accompagner la boîte, jusqu'où tu veux développer tes skills de leadership. Il faut vraiment se remettre en question là-dessus. Voilà. Et après, donc, pour les descriptions des rubriques, je peux vous envoyer une autre presse où je parle de ce process vraiment en détail. Tu as une liste précise de à quoi ça ressemble la performance, par exemple, d'un senior dev. Et le truc qui est assez fin, c'est que tu mets plein de phrases du genre laisse le code dans un meilleur état qu'il l'a trouvé, arrive par sa communication à faire monter les devs juniors, des trucs comme ça. Et en fait, c'est ce truc où quand tu lis ça, tu vois à peu près à quoi ça ressemble, mais un truc qui n'est pas trop précis, qui n'est pas trop gameable. Donc tu vas dire, par exemple, tu as eu de l'impact grâce à ta communication, tu ne vas pas dire, tu dois faire un tech talk par trimestre, parce que sinon les gens, c'est des ingénieurs, ils savent gamer le système, ils checkent les cases et ce n'est pas le truc que tu veux faire, quoi. Donc il y a toujours cette nuance quand tu vas itérer sur le truc, à quel point tu fais un truc précis et un truc tu ne fais pas précis. Voilà, et donc après tout dont je vous ai parlé, tu as besoin d'être senior dev avant de passer engineering manager. Donc ça, ce n'est pas une promotion, enfin il faut être un truc comme ça, c'est un changement latéral. Donc en fait là, tu gardes le même stock, même equity, même salaire. Mais en fait, en théorie, tu devrais même avoir un salaire qui diminue parce que là, tu es un manager nul encore, enfin, tu es vraiment un noob et tu ne mériterais pas vraiment un bon salaire.
Voilà. Je fais un peu des questions là-dessus ou T'as des mecs qui ont rétrogradé, par exemple qui étaient principal engineer, et puis les skills continuent à monter, et en fait ils sont plus au niveau, donc ils rétrogradent Ouais. un secteur. Ouais, c'est arrivé. Donc, par exemple, notre CTO originel, lui qui adore coder, et ben en fait maintenant il a un boulot, donc au lieu d'être toi, je sais pas, CTO, maintenant il a un boulot de staff ou principal. Il dit manager l'humain, j'en ai marre, être dans tous les meetings de strat et tout, business où j'en ai marre. Je veux coder, et là il est en train de bosser sur Kubernetes, donc vraiment comment tu fais des trucs très, très scalable avec du Docker et tout, et c'est sa passion, il kiffe. Mais en fait, est-ce qu'il a un impact sur toute la boîte? Oui, peut-être si le projet marche dans quelques années, mais pas encore. Donc en fait, il a accepté de rétrograder. Et ça, c'est tout à son honneur. C'est de dire qu'est-ce qui me rend heureux, dans quoi je vais vraiment être utile, et pas rester malheureux dans un truc qui ne te plaît pas. Il a un gros incentive à rester aussi, donc bon, il s'éclate dans son état. Oui, mais non, mais après, quand tu es là depuis 10 ans, tu vois, tu gagnes. Et est-ce que tu as des mecs qui justement n'avaient pas autant d'equity, autant d'incentive à rester, et qui pourtant ont accepté de redescendre temporairement? Non, il n'y a pas beaucoup qui a redescendu. Moi, à la fin, quand mes 6 derniers mois, j'ai demandé d'être rétrogradé de principal à staff. Parce que principal, quand tu as 300 ingénieurs, c'est un truc de malade. Moi, je suis en train un peu de préparer ma suite pour rentrer en France. Donc, je dis, OK, je vais continuer à aider vraiment mon équipe. Et ça s'est très bien passé. Ça te soulage énormément, en fait, quand tu acceptes de faire ça. Un truc hyper important, oui, donc c'est quand tu embauches des nouvelles personnes. Alors, typiquement, ça, tu as besoin de le mettre en place quand tu as, je sais pas, 20, 30 ingénieurs. Le truc qui se passe, c'est que tu as des ingénieurs qui sont là depuis 5 ans, les vieux de la vieille, qui ont un peu des cicatrices de guerre, qui t'ont fait les premières versions de l'app, que tout le monde vénère, et qui se sont un peu endormis sur leur laurier. Et tu as les nouveaux devs qui arrivent, je sais pas, de Google, machin. Chez Box, moi, quand j'ai commencé, j'étais à 65K en junior dev, en gros. Quand j'ai quitté, on était à 130K. Donc, ça avait doublé le salaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a rejoint 2 ans plus tard que toi, il a un plus gros salaire par rapport à toi. Donc, tu as toujours ces trucs un peu difficiles. Donc, quelles sont les expectations pour les nouveaux arrivants et les anciens? Parce que le nouveau dit, ah non, moi, je veux un titre de senior. Enfin, il dit, très bien, tu veux un titre de senior, mais les exigences sont avec. Et donc là, tu as ce qu'on appelle le slotting. Quand quelqu'un arrive et tu ne sais pas trop où il est dans les trucs, toujours tu mets dans le truc moindre pour le faire upgrader après, parce que le downgrade, c'est horrible, quoi. Ça tue complètement la crédibilité de la personne. Ouais. Avec Fast Track éventuellement, s'ils veulent vraiment déchirer dans la case d'avant, Fast Track. Ouais, tu peux le faire, mais fais gaffe. En fait, c'est vachement mieux. Tu sais, c'est comme les augmentations. Il vaut mieux donner 2 augmentations de 5K qu'une de 10. Le plaisir, tu vois. Non, mais vraiment, je ne mettrais jamais quelqu'un d'ici à là. Parce que tu le fais tous les 3 mois, ton truc aussi. Donc, Pardon, je disais, pour les managers, 2 semaines de préparation. Ouais. Ouais. Ça, c'était 2 semaines tous les 3 mois. Tous les 3 mois, ouais. Donc quand tu dis, putain, il faut que je fasse ça, en plus de tout mon project management, c'est impossible. Quand tu dis, en fait, mon seul boulot, c'est de manager de l'humain, tu dis, bah ouais, en fait, c'est mon boulot, quoi. Donc c'est le switch qu'il faut faire. Oui, en fait, j'ai mis le lien ici, je crois. Ouais, j'ai mis tous les trucs de performance. Hop. Tu corrèles à chaque fois des augmentations, Ouais. Ouais, avec les augmentations, ça, c'est un truc très compliqué, toute la paye. Alors, là-dessus, donc. Sur les stocks aussi. Ouais, donc ce qu'on fait, donc, quand les gens viennent, en fait, c'est un peu random de comment est-ce qu'ils ont réussi à négocier. Est-ce que j'avais une offre d'Uber, machin, d'où de quand ils ont rejoint, s'il y a longtemps, est-ce qu'il y a plus de stock. Donc généralement, c'est unfair le moment, ce qu'ils ont. Après, ce que tu fais, c'est quand tu passes au niveau du dessus, tu remets à égalité et les personnes, tu leur donnes la même compensation. Et la compensation, tu fais paie plus vesting, la valeur du vesting, quoi. Et généralement, c'est à peu près la même, quoi. Généralement, les ingés, toi, ils avaient 150. À la fin, qu'on a des box, peut-être 200 de vesting par an, un truc comme ça. Voilà. Et alors après, il y a un truc que j'aimerais vraiment avoir, c'est avoir une paie transparente pour tout le monde. Mais ça, tu peux pas. C'est hyper dur, c'est un truc transparent quand le marché, lui, est unfair. Parce qu'en gros, tu demandes à tout le monde, bah voilà, lui, il a un salaire 20K plus que moi, juste parce qu'il se trouve qu'il a eu une offre au même moment. C'est hyper relou. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que le plus possible, régulièrement, tu remettes les gens à niveau. Donc soit quand ils grossissent, et aussi pour ajuster à l'inflation, enfin l'inflation des salaires. Et donc souvent, on avait des augmentations de 5%, tout le monde dans la boîte. Un truc vraiment important, c'est que tu montres à tes devs que tu prends soin d'eux et que ça leur sert à rien d'aller regarder ailleurs parce que tu leur donnes un salaire qui est juste. Tu n'es pas en train de les niquer. Et s'ils se rendent compte qu'en fait, tu es en train d'être un peu vache sur les salaires, bah là, ils vont commencer à regarder ailleurs. Et dès qu'ils commencent à regarder ailleurs, c'est bon, tu as mis le verre dans la pomme et c'est niqué.
C'est Voilà. quoi la relation entre l'engineering manager et la roadmap? Ouais, alors, ça dépend vachement. Par contre, donc, je pense qu'au niveau d'engineering, on était vraiment le top du top chez Box. Au niveau de la culture, de ce qu'on a à faire. En product, on était un peu nul. On était un peu nul. On avait un CEO vraiment visionnaire, Aaron Levy. Je ne sais pas si vous voyez, si vous le suivez, mais vraiment brillant, quoi. Il est vraiment au niveau de Zuckerberg. Et toute Box s'est fait autour de sa vision extraordinaire. Mais derrière, la product organization qu'on a créée, c'était un peu des nuls. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de vision, il n'y avait pas vraiment de best practice. Un truc, par exemple, les tests utilisateurs. Donc là, chez Base Impact, sur notre produit sur le chômage, on en fait 2 ou 3 jours par semaine, des tests utilisateurs. Tu vois, un truc de malade tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chez Box, j'ai peut-être pas fait un seul test utilisateur en 8 ans. Donc ça montre le gap du truc, quoi. Donc j'ai pas beaucoup de best practice. On avait un truc quand même qui marchait pas mal, c'était d'avoir une équipe tech, tu avais manager, 5-6 développeurs, un PM full-time sur l'équipe et un designer tiers de temps sur l'équipe. Parce que les designers, généralement, les mocks, tu peux les shipper assez vite et tu peux t'occuper de plusieurs trucs. Et après, ce qui est toujours bien, c'est quand tu empower ton équipe et tu laisses ton équipe avoir un mot sur la roadmap, proposer des idées, etc. Donc ça, tu le fais un peu petit à petit et tu vois entre le manager, le PM et l'équipe comment tu avances. Et ce qui est bien aussi, c'est que nous, on avait un problème avec les PM, parfois, ils étaient un peu juste des shippers de mocks. Ils faisaient les mocks, tiens, on va faire cette nouvelle feature, mais en fait, ils n'avaient pas bien fait leur homework. Ils n'avaient pas fait de tests utilisateurs sur les mocks, ils n'avaient pas de stats, pas d'analytics. Et donc ça c'était vraiment pas bien. Et après, à la fin, on a réussi quand même à exiger plus des PM qui fassent mieux leur homework et qu'ils apportaient ça à l'équipe. L'équipe, elle apportait leurs autres idées sur le produit parce qu'ils avaient les mains dans le produit. Et c'était plus un truc que tu faisais ensemble. Et le plus tu fais ensemble, le mieux c'est, quoi. À partir du moment où tu as quand même une vision très claire et tout le monde sait pourquoi tu dois optimiser. Ça répond à ta question? Ouais, c'était un peu aussi la relation par rapport à en haut, genre par exemple par rapport au compte qui doit rendre sur vis-à-vis de ses hiérarchies, genre t'es en réunion et tu dis ok bah, je m'engage sur que mon équipe elle va shipper pour telle date ou telle date. Ouais, donc après, on avait le processus, c'est vraiment côté plus gros, hein, mais tous les trimestres, de choisir quels étaient les goals du trimestre. Et donc aussi, tu avais ces 2 semaines de réunion où tu faisais tout ça. C'est un peu chiant, j'ai pas trop de best practice hein, là-dessus, mais tu es un peu obligé de passer du temps, de négocier, de oui, on fait ça, on fait ça. C'est galère de toute façon, ça. Pas vraiment de recette magique. Très bien. Bah voilà, bah c'est tout juste pour cette presse, mais après on peut reparler, recreuser sur n'importe quel sujet que vous voulez. Tu peux parler rapidement de ton rôle chez Base Impact? Ouais, donc Base, je m'occupe du produit. Et donc, en fait, on est tous sur le produit, là, on est 7. On n'est pas au product market fit, on n'a encore pas fait le produit qui va sauver tous les chômeurs. On a aidé une centaine de chômeurs, mais on va en aider 100 000. Donc on est tous sur le produit et on a tous un peu des rôles un peu différents. Moi je m'occupe surtout de l'analytics, de mettre en place les process, d'essayer d'avoir une roadmap assez carrée, des KPI assez carrés pour qu'on sache où on va. Il y a Paul Dion, le leader du projet, lui qui est vraiment sur le produit en lui-même, qu'est-ce qu'il doit apporter à l'utilisateur. On a une nana, Margot, qui s'occupe de tous les tests utilisateurs qu'on fait plein. Donc en fait on a toute une équipe, on s'est construit des rôles produits et ça va certainement changer en fait. En ce moment notre problème c'est le produit. On est bon sur le reste, on a le financement, on a l'équipe et tout. Et peut-être qu'une fois qu'on a un truc qui marche, les rôles vont se répartir. Et aussi, refaire du produit, après, c'est vachement humbling. C'est hyper dur de faire du produit. Quoi. Tu t'amènes, tu penses que c'est facile, et puis tu te rends compte qu'il y a 10 façons de faire du produit différent, entre du B2C, du B2B, avant le product market fit, après, et que c'est un peu infini le nombre de trucs à apprendre. Ouais. Donc là, si tu veux, je suis encore junior product manager quoi, maintenant. C'est un peu ça comme la façon dont je le vois. Il y a pas mal de, on en a un peu parlé, mais il y a pas mal de ces best practices que tu aurais pu voir dans des équipes qui n'étaient pas du tout techniques. Non, non. En fait, le truc qui est marrant, c'est qu'il y a donc Samuel Scilacci qui s'est amené avec toutes les best practices de Google. Engineering, on a assez vite monté en niveau en les adaptant. Et après, en fait, engineering, c'était l'organisation peu chouchoute de tout box. Et tout le monde était putain, ils ont une super culture, ils sont super carrés. Et donc après, les best practices de performance review et tout ont commencé à se disséminer de partout. Ouais. Et du coup, tu vois vous avez vu, je sais pas, des teams sales ou des teams marketing qui avaient ce genre de pratiques qui sont. Ouais, tout à fait. Ouais. Commencer à mettre en place, ouais. Comme ça, randomly, une petite best practice à 2 balles de Google,
c'est les Performance on the Potty. C'est dans les toilettes, chaque semaine, ils mettent une petite feuille A4 avec un type de coding. Je sais pas, comment est-ce que tu écris des tests qui dépendent de la clock, du timer, comment est-ce que tu testes des trucs asynchrones. Et chaque semaine, tu avais quelqu'un qui postait ça. Donc, au-dessus de la pissotière, tu le lisais 10 fois et les trucs rentraient. Donc, toujours pense à ça, quoi. Comment est-ce que tu fais, que tu apprends continuellement à l'équipe ce genre de truc. Ouais. Autre sujet que vous voulez creuser? C'était combien chez Box à la fin en équipe? On était 300. 300, et du coup il y avait combien de niveau hiérarchique? Bon, il y avait à peu près ceux que tu as vus là. On était du genre 3 principals, peut-être une quinzaine de staff. C'était découpé en structure team? Comment ça se découpait Les deux. On avait des équipes qui étaient vraiment par technologie. Donc on avait beaucoup d'infrastructures. Donc forcément, tu avais des équipes très back-end, très infra, qui géraient le real-time, la database, etc. Après, moi, j'ai bossé à un moment sur une équipe qui était complètement feature team du front jusqu'au back. On a fait un peu ce qui marchait sur le moment. Tu n'es pas obligé d'avoir le même framework de partout. Tu vois, tu peux aussi laisser un peu des choses se faire naturellement. Ouais, voilà. Une question plus simple orientée sales. Au début, quand tu vas installer Box chez tes clients, est-ce que tu envoies des devs, est-ce que tu envoies des sales, des technical sales, quand tu as une petite équipe? Comment ça allait fonctionner pour vous? Ouais. Est-ce que tu rencontres l'équipe tech, client? Alors ça dépend complètement de la taille de ton client. Tu avais beaucoup de clients chez qui c'était du freemium, vraiment tu t'amènes, tu sign up directement et puis tu as tes features et c'est expliqué. Ça c'est pour les petits trucs. Quand c'est un peu plus gros, tu as quand même les sales reps qui t'appellent, qui savent vraiment comprendre ton besoin. Aussi un truc hyper important, c'est le déploiement dans l'entreprise. Tu peux signer un gros contrat de 100 000 $ par an pour 10 000 sites, donc une boîte de 10 000 personnes. Mais une fois que tu as fait ça, tu es au tout début, quoi. C'est du SaaS, donc les personnes ils peuvent shifter en 2 secondes. Et si tu n'as pas réussi à faire en sorte que tout le monde utilise ton produit dans la boîte, tu es niqué. Donc ce qu'il faut faire, il faut que tes sales reps, ils écoutent vraiment, comprennent vraiment la boîte, ses process, ce qu'ils ont et où Box est bon. Et Box, après, tu avais un éventail de trucs. On avait par exemple une super application mobile. On avait des applications mobiles métiers assez particulières aussi pour pouvoir prendre des photos et mettre des tags pour aller dans tes ERP, des trucs comme ça. Et savoir, ok, qu'est-ce qui va faire que Box se déploie le plus et le plus sticky dans la boîte. Et pour ça, c'est un truc vachement important. Tu as besoin d'un champion dans la boîte. Tu as besoin de quelqu'un dans la boîte qui kiffe ton produit. Et une fois que tu as ce champion, ton but, c'est de rendre cette personne successful. Elle te fait confiance, elle va déployer Box qui va changer le truc. Et toi, tu ne dois pas lui faire défaut. Donc clairement, tu ne dois pas survendre le truc. Tu dois vraiment faire une relation de confiance qui aide la personne. Et quand tu fais ça, c'est un truc de ouf. Tu as le champion qui est dans la boîte, il met toute sa crédibilité, toute son énergie pour faire que tout le monde l'utilise. Et ça, c'est canon. Après, les plus gros contrats, c'est une armada gigantesque. Donc, le plus gros client de Box, c'est General Electric. Donc, on a 300 000 employés, donc tu as 300 000 sites. Alors là, je ne te raconte pas le truc. Hein. Tu as peut-être 30 personnes de Box qui étaient impliquées dans le process. Forcément, ils ont fait plein d'audits techniques, donc tu as eu tous les CTO qui ont dû aller plein de fois. Le CEO, ils veulent le voir tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai jamais envie d'être CEO d'une boîte de B2B, parce que dès que tu commences à être successful, tu veux aller voir tous tes clients tout le temps. Je préfère être Zuckerberg et tu vois, en B2C et juste aller voir Barack Obama, tu vois, c'est chiant. Aaron Levy, donc le CEO de Box, c'est un malade, il bosse, donc il arrive au boulot, quand il n'est pas à Cincinnati en train de voir le patron d'une grosse boîte que tu ne connais même pas mais qui est gigantesque, il arrive de 9h à 18h, meeting back-to-back toute la journée, après il fait une sieste sur un canapé, et après il rebosse pendant 4 ou 5 heures à faire ses emails, tous les trucs qu'il n'a pas fait. Donc 16 heures par jour, tous les jours. C'est un peu ça du B2B compliqué, quoi. Ouais. Donc pour les ventes, et après, tu as besoin de personnes qui vont faire les intégrations, te plugger ou parfois faire la migration. Quand tu as des pétaoctets de data à redistribuer sur Box, tu as des personnes spécialisées. Mais ça, elles sont arrivées vachement tard. Hein. C'est genre la dernière année où j'étais là, où tu as vraiment une équipe de 10-15 consultants qui aidaient les boîtes à faire la migration. Aussi, un truc super important qu'on a très bien fait à Box, c'était le côté thought leadership. En fait, on était un peu la boîte de la Silicon Valley qui a rendu le enterprise software sexy. Enterprise software, avant, c'était vraiment les EMC, les trucs vraiment très vieux, très poussiéreux IBM. Et Box, quand on a fait notre virage vers le enterprise, on avait mis un gros panneau sur la 101 en disant Box versus SharePoint.
bam, c'est en gros David contre Goliath, quoi. SharePoint, tout le monde connaît, enfin tous ceux qui ont eu du vieux enterprise software de merde, et on dit non, non, c'est ce type de problème qu'on veut résoudre, en gros ta collaboration dans ta boîte, mais on est jeune, on est cool, on est fun. On a réussi à se créer ça. Et après, on a réussi à se créer ce thought leadership qu'on a continué à garder toujours. On était un peu les pionniers du cloud, si tu veux. Parce que ouais, le mot cloud n'existait pas quand Box a commencé. On était un peu avec Salesforce, tu vois, un peu les pionniers du cloud. Et du coup, on a vachement bien fait, c'était se créer plusieurs trucs. Un Customer Advisory Board. Donc, tu as tous tes customers préférés qui viennent, qui t'expliquent vraiment leurs problèmes. Donc, dans CIO d'une énorme boîte multinationale, il va t'apprendre plein de trucs. On crée des CIO meetings, des CTO meetings. Tous nos customers venaient, tu leur crées des super événements avec plein de valeurs pour eux. Ils se connectaient avec tous leurs pairs qui étaient en train d'avoir les mêmes galères qu'eux à faire la migration vers le cloud. Et tu leur crées justement ce cocon un peu dans lequel ils pouvaient vraiment se sentir accompagnés. Et le truc qu'on a vraiment bien fait, c'est à comprendre quels étaient les besoins des CIO des grosses boîtes internationales et d'avoir une roadmap complètement alignée avec eux. Donc ça marche une fois que tu as trouvé vraiment ton product market fit, tu sais quel est ton market et tu continues à vraiment très bien l'adresser. Autre truc canon qu'on a fait chez Box, si c'est un peu lié à comment est-ce qu'on a importé toutes les best practices d'ailleurs, on a créé un Technical Advisory Board. Tous les 3 mois, on avait un groupe de CTO VP Engineering de la Silicon Valley qui venait. Donc on avait VP Engineering de LinkedIn, de eBay, un ou deux potes aussi de Google, de Samuel Sketchy qui venaient. Et en fait, on avait une après-midi où tous les ingénieurs pouvaient venir poser toutes les questions qu'ils voulaient. Donc typiquement, moi je me rappelle la première fois, j'étais venu présenter mon design de sharding de la base de données MySQL. Et donc là, en fait, c'est tous des vieux de la vieille qui ont été exactement dans la même situation que toi il y a 2 ans, 6 ans, 10 ans, qui ont fait exactement les mêmes trucs. Et à chaque fois, ils nous donnaient en fait leur... tu vois, un peu comme je fais aujourd'hui, quoi. Un peu les best practices et tout. Et ça, c'était d'une aide extraordinaire. Ça nous a énormément débloqué. Et souvent, le truc dont tu te rends compte, c'est que ton problème, plein de gens l'ont déjà eu, enfin les quelques boîtes super successful, qu'il n'y a rien de dramatique, que c'est juste chiant, que c'est toujours le feu quelque part, et ben c'est normal, tu as un problème à résoudre, puis un autre, et que ça va bien se passer. Et aussi, tout ce qu'on réalisait, en fait, c'est que LinkedIn, par exemple, ils étaient 10 fois plus dans la merde que nous au même moment, quoi. Genre, la boîte, elle a failli mourir, quoi, complètement. Et donc ça, c'était très dédramatisant, ça nous a vachement aidé, ça. Technical Advisory Board. Comment tu as fait avec ton équipe produit à ton équipe tech? Est-ce qu'elle était vraiment intégrée dans la team engineering ou est-ce que c'était une team à part et parfois ils se coordonnaient? On avait un peu un PM par équipe. Et après, eux, ils essayaient de temps en temps de se regrouper ensemble, tous les PM, de faire leur stratégie ensemble. Mais ça, c'était pas encore très bon chez Box. Et après, chez Base, on est encore tout petit, on fait tous du produit, donc j'ai pas encore de tips sur ça. Mais je dirais que c'est un truc très difficile. Avoir des bons ingénieurs, c'est vachement dur. Avoir des bons managers, c'est vachement dur. Avoir des bons product guys aussi, c'est hyper difficile. En France, on n'en a pas beaucoup. Donc après, savoir manager des product personnes, pour moi, c'est encore un truc que j'ai pas vraiment résolu, quoi. Et vous avez quoi comme visibilité sur votre roadmap? C'était quoi les cycles Où ça, chez Box ou chez Base? Chez Box. Si, on savait les objectifs de l'année, par exemple. On avait à peu près 1 an de roadmap en gros. Après, tu avais des équipes où tactiquement, tu pouvais faire des choix très différents pour atteindre le truc. Ouais. Et après, on a eu un truc vraiment pénible. On a quand même 5 ans de refactoring. 5 ans de cleaner la base de données avec des volumes énormes de données où la croissance allait tellement vite qu'en fait, tu devais gérer la croissance avec la vieille technologie tout en switchant vers la nouvelle. Un truc vraiment horrible. Donc ça, c'est un skill que j'ai de gérer ça, mais qui ne sert plus à rien maintenant. Parce que normalement, tu es tout sur le cloud pendant très longtemps, tu as tous les trucs qui sont déjà distribués depuis le début. Et là c'est galère, ça je ne souhaite à personne, quoi. Mais du coup, c'est super intéressant et je voudrais avoir ton avis sur la dette technique. En gros, à quel point tu mets le curseur entre rapidité d'exécution versus qualité de ce que tu codes, sachant que dans un premier temps, tu es forcément obligé de. Tu codes forcément des trucs crades quand tu cherches ton modèle parce que tu fais une expérience et il y a un moment où le curseur va plus du côté de la qualité. Ouais. Donc là, toi, tu as vécu en gros toute cette évolution et c'est quoi ton avis du coup sur. Plein d'avis là-dessus. Donc là, c'est ce qu'on fait chez Base en ce moment, et on fait très bien. On code très vite les trucs, on les fait très simples. On fait pratiquement jamais de refactoring pour recréer des abstractions. Parce que là, on est vraiment dans la recherche du. L'app, elle change de gueule chaque semaine, quoi. En revanche, on fait quand même tout tester, tout linter et tout code reviewer. Là, c'est quand même le truc de base. Mais après, on apprend à le faire vite.
Et le truc qu'il faut toujours, c'est ouais, enfin, c'est une fois tu refactores pas, deux fois tu refactores pas, et quand tu es la troisième fois, tu refactores. Ou aussi tu refactores que quand tu as besoin d'avoir refait une base propre avant de remettre un nouveau truc. Mais tu refactores jamais pour le fait de se sentir bien. Enfin, vous devez quand même j'ai un peu d'expérience là-dessus, et c'est toujours un peu difficile à faire. Ouais, et généralement ça c'est bien, ça, c'est les équipes qui étaient très très fortes, c'est celles qui arrivaient à toujours faire des petits, aussi refactoring continu, ça c'est très très bien. Notamment le naming, généralement les gens vont mettre des mauvais noms, et quand tu reviens sur une classe et tu ne comprends pas ce qu'elle fait, dès que tu as compris, hop, tu renames tous les trucs pour qu'ils soient bien. Ça c'était une vraie habitude qu'on avait, et ça a aidé un truc de malade. Donc les petits refactoring à 2 balles, ça c'est aussi vraiment bien. Et les gros par contre, c'est que quand tu prouves que ça va t'accélérer juste après. Et aussi, un autre moyen de voir ça, c'est que ta codebase doit toujours être un petit peu honteux de à quoi elle ressemble. Si tu es très honteux, tu es dans la merde, ton truc va exploser. Et si tu es fier, en fait, tu t'es fait plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, le fait d'avoir passé, du coup, d'avoir commencé à créer l'appli en mode crado, à la outsourcer avec du code dégueulasse, est-ce que finalement, c'était pas ça aussi qui vous a permis d'aller très vite, de choper le marché, de l'argent, et derrière, ok, vous tapez beaucoup de factoring, mais est-ce que Ouais. en fait, comment tu vois, est-ce que Alors, ça aurait pu être fait autrement, et est-ce que ça aurait permis d'aller aussi vite? Ouais. Avec nos connaissances de l'époque, non. On a fait le mieux qu'on savait et on ne savait pas grand-chose. Donc en fait, on a fait plein d'erreurs que là, si je refaisais, mais je n'aurais pas fait 1/10 des erreurs qu'on a fait, quoi. Et aussi maintenant, les best practices, tout le monde les connaît, généralement. D'ailleurs, il y a 2-3 livres qu'il faut absolument lire. Par exemple, Clean Code, ça, il faut absolument que vos devs les lisent, quoi. Et tu peux te faire des petites sessions chaque semaine, tu lis un chapitre, tu te fais un déj pendant lesquels les devs échangent ce qu'ils ont appris. Hyper important ce continuous learning. Pas beaucoup de boîtes le font très bien. Qu'est-ce que je te disais, je ne me suis pas dit là-dessus. Attends, je sais pas, c'était quoi, redis-moi le topic. Ma question c'était du coup, est-ce que c'est finalement pas ça qui vous a aidé d'avoir en fait développé hyper rapidement sans trop vous soucier de la qualité, même si après vous avez vachement souffert de... Ouais, non, en fait, donc c'était pas une décision délibérée. Et effectivement, quand tu es plus mature, que tu comprends comment ça marche, là, tu peux faire des actes délibérés. En fait, la dette, c'est vraiment comme la dette financière. Tu décides d'investir, de payer un truc avec des intérêts plus tard. Et donc, il faut décider en fait à quel point ces intérêts vont cumuler et vont te niquer. Et en fait, tu peux être vraiment très stratégique et décider à un moment, on va faire beaucoup de tech debt là-dessus, ou à un moment, on va plus en faire aucune parce qu'en fait, les intérêts vont être très, très gros. Typiquement, quand tu fais un framework, tu sais que tout va se plugger dessus, là, il faut laisser 0 de tech debt sur ce truc parce que le coût supplémentaire que les autres projets vont avoir va être grand. Et tu peux même faire des petits calculs un petit peu, même pratiquement en mode financier, dans le cas idéal, quoi. Ouais. Tu passes à répondre un peu à ta question? Ouais. Très bien. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Peut-être un peu personnel, mais c'est comment, parce que du coup, toi tu as assez 8 ans, comment est-ce que tu as vécu toute cette évolution? Est-ce qu'à un moment tu as eu des doutes, etc., sur quelle était ta place dans la boîte finalement, tu vois? Ouais. Il y a plein de gens qui arrivent, est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce que il y a des moments où tu te dis, bon, merde, qu'est-ce que je fous là? Ouais, non, il y a plein de moments très difficiles. Mon truc de base, j'ai toujours cru que Box allait devenir une billion-dollar compagnie. Et c'était complètement naïf, hein. C'était complètement stupide. Donc j'étais toujours, j'ai toujours cru dans le truc. On a un CEO, donc Aaron est vraiment très inspirationnel. Donc mon truc, j'aimerais aller bien. En revanche, ma place dans l'équipe, il y a plein de fois où elle était mise en doute. Notamment au début, quand j'étais le lead dev, tu te sens tout puissant, quoi. Et après, hop, ils ont embauché une première vague de VP. Et c'est ah putain merde, maintenant je suis plus dans le top 5 de la boîte, maintenant il y a des personnes qui sont là. Et en fait, tu sens que la boîte grossit et que toi, tu restes pas au top, mais que toi, que tu fais une sorte un peu d'homothétie comme ça. Et ça, c'est dur pour l'ego, quoi. Il y a ça, il y a le fait dont j'ai parlé tout à l'heure, les exigences augmentent, et tu peux être une rockstar une année, mais l'année d'après, 2 fois plus difficile, et tu n'es plus une rockstar, vachement difficile. Et le truc, en fait, vraiment, c'est ça marche si tu as accepté ça et tu sais que c'est le problème, c'est le principe de la croissance, c'est de toujours être un peu en train de failer. Et ça, je pense que j'ai pris le pli après au milieu de l'expérience, à partir de 4 ans. Donc après, j'étais très serein, je dis, je suis en train de failer, c'est normal. Voilà. Comment je m'améliore, comment je fais plus de feedback et j'avance. Ouais, mais c'est difficile. Hein. Ouais. Et si, et le truc dont je parlais toujours, CTO ou VP Engineering, choix très très difficile aussi. Ouais.